là avec le soleil qui est revenu, c'est bien. Super. Donc là, on est là évidemment dans le cadre de Vision d'Afrique, et à mes côtés, monsieur Jean Audoutan, réalisateur du film que nous allons voir. Alors Jean c'est dans le programme, j'ai vu qu'il y avait marqué l'homme orchestre, parce que Jean, il est scénariste, réalisateur, producteur, acteur, musicien, chanteur. J'en oublie? Sûrement. Donc, Il fait les affiches. comment? Il fait ses affiches. Il illustre aussi. Voilà. Bon. Je vais lui laisser la parole pour vous parler du Panthéon qu'on va voir là tout de suite, et puis on en reparlera avec lui après, bien sûr, mais je pense qu'il a quelques mots à vous dire avant. Ou pas. Jamais sur terre il n'y eut d'amour plus aveugle que moi dans tous les âges. Mais faut dire, je m'étais crevé les yeux en regardant de trop près son corsage. Une jolie fleur dans un pot de vache, une jolie vache déguisée en fleur, qui fait la belle et qui vous attache, puis qui vous mène par le bout du cœur. Le ciel avait pourvu des mille lapins qui vous font prendre feu dès qu'on y touche. L'en avait tant que je ne savais pas, ne savais plus vous donner de la bouche. Une jolie fleur au pot de vache, une jolie vache déguisée en fleur, qui fait la belle et qui vous attache, puis qui vous mène par le bout du cœur. Donc, bonjour maintenant. C'était pour attendre. C'était pour les retardataires. On les attendre un petit peu parce qu'ils ont besoin de nous, surtout pour eux. Et en fait, c'est un rituel par rapport à cette chanson de Brassens, ou des chansons de Brassens qui nous accompagnent à chaque fois que nous organisons, qu'on met en place mes projets, enfin en termes de production, je veux dire. Et on écoute beaucoup de Brassens parce que les projets, enfin surtout les miens, sont des projets très très durs et avec des financements très très petits. Donc cette fragilité, on peut essayer de la combler ou de la dominer, on va dire comme ça. On essaie de trouver un peu d'énergie en écoutant beaucoup de Brassens. Donc il n'y a pas que lui qu'on écoute, peut-être qu'à la fin, si vous êtes très très sympa, et il y en aura une autre à la toute fin. Donc, je peux vous le dire, ça s'appelle Le Testament, pour ceux qui le connaissent, donc gardez ça en tête. Sinon, le film que vous allez voir là, Le Panthéon de la Joie, c'est mon 6e long métrage. Et ce film est tourné dans une très très belle ville. Bon, peut-être que vous connaissez tous le Bénin, puisque je l'ai tous surpris à l'aéroport de Cotonou. Donc je pense que vous connaissez tous le Bénin, donc plus particulièrement Ouidah. Ouidah a été le plus grand comptoir de la traite négrière, parce que tout à l'heure j'ai échangé avec quelques personnes. Nous étions après, on nous a invités pour déjeuner, et merci d'ailleurs pour ceux qui nous ont invités, mais ils ne sont pas dans la salle. Mais c'est pas grave. Mais enfin bref, on nous a invités pour déjeuner, et puis donc j'ai échangé avec quelques personnes qui étaient à ma table, qui ne connaissaient pas bien géographiquement le Bénin, et encore moins Ouidah. Donc Ouidah, grande capitale du vaudou. Quand on parle du vaudou dans le monde entier, c'est le haut lieu du culte vaudou. Mais n'entendez pas vaudou avec des épingles, des choses comme ça. C'est vraiment un culte où il y a des rites, où il y a des couvents, où il y a des gens il y a des adeptes, quoi. C'est pas du folklore. Et donc voilà, moi je viens de cette ville-là qui s'appelle Ouidah, donc qui a été l'un des plus grands comptoirs de la traite négrière. Et voilà. Et le film que vous allez voir, parce que je ne veux pas faire très long, parce qu'à la fin nous allons peut-être échanger, on va échanger beaucoup, j'espère, et que vous allez surtout pas fuir, et parce que c'est un film très très dur, et qui peut quelquefois désorienter un petit peu comme ça.
Mais ne partez pas, parce que de toute façon, je vais être à l'entrée et empêcher de pas. Empêcher de pas. Il y a 2 sorties, mais c'est pas grave. Je suis, comment on appelle ça quand je suis comme le Herbie, je suis Herbie, je sais pas quoi. Enfin bref. Et donc voilà, le film que vous allez voir, je suis à la fois, donc comme elle a dit tout à l'heure, ma collègue, puisque c'est ma collègue, elle s'occupe du cinéma, moi aussi je m'occupe aussi du cinéma au Bénin, et effectivement je fais tout. Et c'est pas du tout par ce souci de mégalomanie, non, loin de moi, tout ça. C'est que malheureusement, sur des projets comme les nôtres, on est obligé de tout chapeauter. Enfin, moi, je ne connais pas la vie de mes collègues, mais moi au 6e, et je pensais que quand on faisait 4-5 longs métrages, qu'après, on éprouvait moins de difficultés pour faire les suivants, mais non, à chaque fois, il faut recommencer comme un débutant. Donc, il faut se mettre dans la peau du débutant à chaque fois, quoi. Donc, c'est ce que je fais, et que celui-ci, effectivement, vous allez voir, que je suis à la fois réalisateur, producteur, enfin tout, vous allez... Au générique, de fait, ne partez pas. Donc applaudissez-moi à la fin, à la toute fin du générique, parce que sinon vous allez... Sinon vous allez... ne vous dispersez pas, quoi. Je veux dire, restez concentrés sur le générique de feu, parce que mon nom est partout. Et donc prenez même des photos pour, je sais pas, pour immortaliser ce moment. Donc voilà, donc vous allez... Donc même les musiques et tout ça, c'est moi. Oui. Tiens, voilà. À ce propos, pour ceux qui sont ici, même si le film il vous déplaît, à la fin, s'il vous déplaît, mardi prochain, je vais encore me mettre en scène là-bas. Et c'est beaucoup mieux qu'ici, parce que là-bas, il y aura un concert. À l'Estran. À l'Estran, au cinéma, à Marraine. On dit l'Estran, quand tu dis l'Estran, il faut bien situer géographiquement l'Estran. Ils ne connaissent pas tous l'Estran. Non, il y a des étrangers dans la salle. Donc, tu vois, passer le pont. Ouais, donc, il faut passer le pont de l'autre côté. Donc, voilà, c'est un truc de pont. Donc, ils ont bien compris. Donc, vous aurez des gamins du casting, parce que vous allez voir 4 gamins, voilà, qui sont sympathiques et qui ont beaucoup d'énergie. Je vous raconterai sincèrement le casting, des chorégraphies, parce que ce fut long et ça a été... Peu importe le résultat, on a réussi à le faire et qu'on est devant vous. Et avant d'oublier, puisque je commence sincèrement à être frappé par l'Alzheimer, je tiens à remercier les gens qui m'ont invité, parce que c'est la 3e fois que je viens ici. Je parais encore jeune, bien que... Donc peut-être que non, ça veut dire que je risque de revenir ici, mais je remercie quand même ceux qui, grâce à qui, je sais pas quoi. Enfin bref, donc ceux qui m'ont invité de nouveau ici. Et puis restez à la fin, surtout que je vais vous dédicacer le livre, c'est dit. Bonne projection. C'est bon. Voilà, Jean. Je reste dans le cadre. Voilà. Moi, j'ai passé un très bon moment avec ce film, malgré quand même ces 4 garçons qui n'ont pas vraiment d'existence légale en plus, mais à travers toute ce chant, ça procure quand même un peu de bonheur. Je ne sais pas comment tu les as castés, je ne sais pas comment tout ça a démarré, mais tu vas nous le raconter, mais ils sont très attachants. Placide, Aimé, Élisée, Concorde. Je les ai. Voilà. Dis-moi un peu. Et il y a des impressions dans la salle, non? On peut commencer par les impressions avant que je ne parle, parce que moi, je monopolise la parole, c'est pour des autres. Voilà, oui, peut-être. On va Donc commencer peut-être comme qu'on va commencer par des impressions, non? Ah, bah, d'abord moi, vous avez de l'eau. Non, et ouais, le micro, vous avez... Donc je vais recommencer, excusez-moi. Donc c'est la timidité qui fait... je suis encore sur le coup de l'angoisse, la peur que... Et donc voilà, c'était pour avoir vos impressions, avant de monopoliser la parole, j'ai dit madame. Parce que quand je la garde pour des heures. Vous connaissez Fidel Castro? Fidel Castro, il parle pendant 12 heures. Donc moi, c'est pas... Je l'ai mis. Sinon, en fait, en termes de...
casting, nous avons commencé ce film il y a très longtemps. Donc en termes d'écriture, déjà, ça a pris presque 10 ans d'écriture. Et après, nous avons commencé la production en 2017. Et après, on a commencé en 2017 pour une réalisation en 2021 et une sortie en 2022. Nous avons commencé le casting en 2020 et au Bénin. Et moi, j'étais ici à Paris, enfin ici en France, quoi. Et à Paris avec mon alter ego qui s'appelle Pierre Constantin. Pierre Constantin, c'est l'unique blanc qu'on voit dans le film qui est devant la salle de cinéma, qui est le seul blanc qui ne donne pas d'argent aux pauvres. Vous l'avez bien remarqué, le blanc ne donne pas d'argent aux pauvres. Non, enfin bref, donc c'est Pierre Constantin qui était là juste pour la forme d'être là, parce qu'à chaque fois qu'on fait un film, il est là. Merci beaucoup, monsieur. Et donc voilà, avec Pierre, nous étions allés là-bas, à Cotonou, et d'abord à Cotonou, pour essayer de trouver des comédiens. Comme on n'en trouvait pas, nous sommes allés à Huida, qui est mon fief. Donc le lieu où on a tourné, je vous expliquerai davantage Huida tout à l'heure. Et donc on a commencé le casting à Huida, on n'en trouvait pas, donc nous sommes partis dans tout le sud du Bénin. Ça nous a pris presque 1 an. Et donc on a pris le Rasta, donc Placide, il est de Huida. Avant, on avait demandé à des amis de caster, de trouver des jeunes de Huida. Ils en avaient trouvé à peu près 8. Sur les 8, on a pris celui qui sortait plus ou moins du lot et qui s'avère être Placide. Et puis après, nous étions à Cotonou et on est passé dans plein de centres, parce qu'il y a plein de centres privés qui sont montés par des comédiens qui, la plupart, rament, mais ils ont tous essayé, pour certains, de créer des structures qui leur permettent de mettre en scène leurs pièces, quoi. Donc nous sommes allés dans ces endroits-là, on a pu rencontrer des jeunes, et on en a rencontré plein, on a rencontré 500 environ, et à la fin on est resté sur les 3 autres là qui sont, et bon, les autres que vous connaissez, et donc le tout petit, il est venu à la dernière, c'est le dernier, hein, celui qui joue le rôle d'Élysée, et celui qui est un peu plus volumineux, sens qu'ils appellent Diplodocus dans le film là, et lui, on dit volumineux, c'est sympathique, hein, c'est affectif pour nous là-bas, et c'est lui, il est venu tout de suite parce que son père avait déjà travaillé dans le cinéma et il voulait forcément que son fils participe à cette œuvre, et puis que celui qui l'a aimé, c'est le fils de celui qui a le lieu où on a tourné. Et donc voilà, c'est comme ça qu'on a passé le casting, mais ça a été très très dur, et d'en garder 4 comme ça sur tout ce nombre impressionnant de jeunes que nous avons pu rencontrer. Et après, il a fallu, mais bon, donc en plus la priorité qui était pour moi, c'était qu'ils sachent chanter, qu'ils nous donnent du temps pour répéter longuement, sachant qu'ils sont tous à l'école, hein. Et en plus, ceux qu'on a choisis, ce sont les premiers de la classe. Ils sont tous dans des écoles privées, ceux-là, ceux qui sont dans le film. Et donc, il a fallu demander des autorisations toutes particulières dans chaque école et lycée. Et il n'y a pas vraiment de lycée, ce sont des collèges, quoi. Donc, il a fallu demander des autorisations que nous avons pu avoir. Et aussi autorisations auprès des parents, pour que nous puissions organiser toutes les chorégraphies que j'ai mises en place. Donc, c'est les chorégraphies que vous voyez. Donc, je vous ai déjà parlé des chansons, des musiques, tout ça, c'est moi. Donc il fallait qu'après qu'on mette tout ça en place et qu'ils respectent stricto sensu ce que moi j'ai mis en place, quoi. Et donc tout était rigoureux, on allait tous les matins, nous on partait de Huida pour aller à Cotonou. Cotonou, Huida, c'est 42 km, mais quelquefois on met 3 heures pour y aller, donc le matin, 3 heures pour revenir, mais bref, on y allait quand même parce que, voilà, excusez-moi, le micro était loin, donc on y allait quand même parce qu'il fallait qu'on parvienne à nos fins. Donc, excusez-moi, je ne veux pas recommencer tout ce que j'ai dit, je pense que vous avez tout entendu. Alors, si vous voulez d'autres questions, voilà. Donc, j'ai répondu à la question, madame? Oui. Merci beaucoup. Pas de questions. Bon, pas de questions, non, c'est l'impression, ne vous laissez pas impressionner par ma présence. Donc, et je vais vous parler un peu de Huida. Huida est mon fief. Huida, je vous ai parlé tout à l'heure de Huida. D'aucuns dans la salle connaissent beaucoup Huida, mais je veux que c'est bien de rappeler historiquement ce qu'est Huida. Huida,
Ouida, à l'époque, était une brousse. Et quand les Portugais, donc les esclavagistes, ont débarqué dans notre pays au XVIe siècle, ils ont trouvé, là, à Ouida, ils sont venus, et comme ils sont très très forts, ils ont créé là un port. Et là, dans la ville la brousse de Ouida, ils ont trouvé des gens qu'ils ont endormis un petit peu, et leur ont demandé de trouver de la main-d'œuvre, en gros des esclaves. Donc ces gens-là sont allés autour de Ouida. Quand on dit autour de Ouida, ce sont des villages qui sont à 200-300 km dans le périmètre de Ouida, comme ça, et ils sont allés chercher des gens. Donc quand ils sont allés chercher les gens là, certes ils ont baratiné les familles, ils ont donné un peu d'argent, enfin quand on dit de l'argent, ils ont donné un peu d'alcool, un peu ce qu'on appelle des broutilles, quoi, des pacotilles aux gens, et ils ont embarqué les gens, quelquefois de force, enchaînés, mais les pieds dans le dos, mais on a encore les images, hein, si je vais vous montrer ça, c'est comme ça. Donc, imaginez sur 200-300 km, sautiller comme ça, façon kangourou, et depuis la frontière du Nigeria et la frontière du Bénin, donc à l'époque on appelait Dahomey, c'est pas Dahomey, c'était Dahomey qui est dans le ventre du serpent. Et ce lieu, qui était l'un des plus grands lieux où ils sont allés chercher, hein, qui s'appelle Abeokuta. Aujourd'hui, ce lieu s'appelle Ketu. Et c'est toujours la frontière entre le Nigeria d'aujourd'hui et le Bénin d'aujourd'hui. Donc la plupart des gens venaient de là-bas, et la plupart de ces gens étaient des forgerons. Pourquoi des forgerons? Dans l'inconscient de ces gens-là, qui étaient des esclavagistes, ou plutôt les pantins des esclavagistes, c'est que le mec qui travaille le fer, donc en plus, comme chez nous, il y avait déjà un peu le vaudou, on disait que c'est le vaudou, par rapport à la foudre, donc quelqu'un qui peut défier la foudre, peut aussi défier les vagues, dans l'inconscient de ces gens-là. Donc, ils ont embarqué les gens depuis Ketu, donc ces esclaves-là, mais pieds liés, qui ont fait le parcours depuis Ketu jusqu'à Ouida, 300 km, et ils sont arrivés dans la brousse, et ils sont arrivés à cette place-là qu'on appelle la place Tchacha, place aux enchères. Et c'est à cet endroit-là qu'on marchandait les gens, on donnait à la place des gens, on donnait un peu de parfum, un peu d'alcool, etc., etc. Et une fois qu'on a les esclaves, les gens, ils ont acheté les esclaves, ils empruntaient la route de l'esclave, qui est encore là aujourd'hui, et pour arriver à la porte du non-retour à Ouida, qui est encore là, qui est symbolisé, là on ne le voit pas beaucoup, qui est symbolisé par quelque chose, là, quand vous dirigez là-bas, vous verrez la porte du retour, il y a un monument. Donc, et avant de franchir, d'arriver à cette porte-là, donc ils empruntent la route de l'esclave, ils arrivent à un endroit qu'on appelle l'arbre de l'oubli. L'arbre de l'oubli, à cet arbre de l'oubli, les hommes tournaient comme ça, autour de l'arbre, 10 fois. Les femmes dans l'autre sens, tac, 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 7 fois, toujours enchaîné, tout ça pour devenir amnésique. Oublier d'où ils venaient, donc leurs origines. Et une fois qu'ils ont fait ce petit rituel-là, ils traversaient une lagune. Est-ce qu'on le voit dans le film là cette fois-ci? Je ne crois pas qu'on la voit, pardon. Mais une lagune qui s'appelle Djegbaji, avant d'arriver à la plage, la porte du non-retour, où il y avait les paquebots. Attention, cette lagune-là, dans cette lagune était truffée de crocodiles, caïmans, tout ce que peut imaginer. Donc il y en a plein qui mouraient avant d'atteindre la rive, ou plutôt les rives, et avant de monter dans les bateaux, pour après venir aux États-Unis, etc. Et puis après on a aujourd'hui, on a Michael Jackson, Prince, toutes ces figures aujourd'hui, là, enfin bref. Donc avant tout ça, avant d'arriver à Prince, et puis Nelson, et puis on a I Have a Dream, etc. Tout ça, il y a eu ce long parcours. Et Ouida est le symbole de tout ça. Moi qui suis en face de vous,
Moi, je suis ce que nous appelons un résidu d'esclaves. Donc, nous sommes les tout petits fils d'esclaves. Donc, ceux qui n'ont pas, nous sommes les enfants de, enfin, les petits enfants de ceux qui n'ont pas pu partir. Et Ouidah est peuplé de gens, donc de gens qui parlent le Yoruba, le Nago qu'on parle aussi dans le film. La mère de Aimé, elle parle cette langue-là. Quand elle parle moitié français, moitié Yoruba, c'est cette langue-là qu'on doit parler. Moi, je ne la parle pas. Mon papa, il la parlait, mais il n'existe plus maintenant. Donc, nous sommes des petits, parce que petits fils d'eux, tout à l'heure, des gens qui travaillaient le fer. Donc voilà. Et Ouidah est peuplé, donc, comme j'ai dit, de petits, des esclavagistes, des esclaves qui n'ont pas pu prendre le bateau, et des esclavagistes, ceux qui étaient les intermédiaires, des vrais esclavagistes, les Européens. Et à Ouidah, on a encore la famille, on a des familles à consonance portugaise, de Souza, da Silveira, d'Almeida, de quelque chose. Voilà, c'est un peu ça de Ouidah que vous voyez là, mais qui demeure un peu là ce que vous voyez, un peu ce quartier déshérité. Ouidah, une grosse partie de Ouidah est comme ça. Donc ce que vous voyez là. Et l'immeuble que vous voyez, c'est le mausolée de mon père. Le meuble qui est aussi l'un des personnages, on va dire un personnage. Enfin bref, la reine principale du film là, c'est mon père. En fait, c'est notre lieu d'enfance. La maison là. Et c'est mon père avant de partir, il m'avait pris. Il est comme beaucoup hier, il y avait quelqu'un qui parlait de polygamie. Les gens qui étaient fortunés à l'époque, je dis bien à l'époque, aujourd'hui les choses ont changé, ils avaient, pour prouver leur richesse, ils multipliaient les mariages, donc forcément ils ont beaucoup d'enfants, et après les enfants étaient livrés à eux-mêmes. C'était notre cas, donc nous étions livrés à nous-mêmes, bon, avec une trentaine d'enfants forcément, et notre père avant de partir m'avait demandé de refaire la maison, quoi. Donc voilà, donc moi j'ai profité de ce film-là pour refaire la maison parce que c'était la première maison à étage, comme on dit là-bas, qui était construite dans tout Ouidah, parce que ce lieu-là, c'était le haut lieu vraiment du commerce. Avant les indépendances, le Bénin a eu, enfin le Dahomey a eu son indépendance en 60. Et avant ça, c'était les Européens, donc les Français. Bon, je ne vais pas vous faire toute l'histoire, vous allez revoir après qu'il y a eu d'autres avant. Il y a eu les Portugais, il y a eu les Hollandais, puis les Français sont forcément les plus forts. Ils sont venus, ils ont dégagé tous ces gens-là. Ils ont installé la CFAO, et puis c'était le business. Et puis en 60, quand les autres ont dit maintenant veut l'indépendance, stop, coup dans le derrière, ils sont partis. Et ce quartier est devenu, une fois que les Blancs sont partis et qu'il n'y a plus personne, donc ceux qui étaient les figures, des grandes figures des cerveaux sont aussi partis de par le monde. Et donc le quartier est devenu complètement déshérité. Et le lieu là, quand on appelle le Panthéon de la Joie, ça s'appelle l'abattoir en question. On appelle ça à Gbanou l'abattoir, puisque à l'époque, quand il y avait les Européens, c'était vraiment le lieu de la boucherie, de presque toute la région. Les gens venaient acheter de la viande, du porc, des bœufs, donc surtout les gens friqués qui venaient. Donc c'était vraiment le quartier du business. Mais après, une fois que les Européens, enfin, les Français sont partis, le quartier est resté depuis longtemps là, et puis donc c'est devenu un peu le quartier des couvents. Il y a beaucoup de morts dans ce quartier-là, dans beaucoup là, parce qu'il y a il n'y a pas d'entreprise, il n'y a pas d'usine, il n'y a rien qui peut ramener de l'argent. Il y a des pêcheurs, il y a des cultivateurs. Donc du coup, les gens, pour essayer de dominer les soucis, ils boivent beaucoup d'alcool. Donc c'est l'alcool de palme, on appelle ça le sodabi. Et quelquefois les gens disent, va me chercher un quart. Le quart, donc c'est 33, c'est à peu près ça, voilà. Tiens, moi j'ai mon quart moi aussi, que je me tapais tout à l'heure. Donc ils ont un quart comme ça, et ça coûte 500 francs CFA. 500 francs CFA, on va dire que ça fait à peu près 75 centimes d'euros, quoi. Donc, et malheureusement, quand tu te tapes tout le temps ça, à un moment, tu ne peux pas, puisque si tu n'as pas rempli ta panse, enfin, si tu n'as pas mangé de façon correcte, et que tu ne bois que ton quart, et la plupart, le lendemain, on voit les corps, il y a des enfants dans la salle, quoi. Donc voilà, on voit des corps sur des nattes. Donc j'ai fait long par rapport à Ouidah, donc vous connaissez Ouidah. Après, si vous voulez aller fouler Ouidah, vous êtes les bienvenus parce que c'est quand même un coin très joli que vous avez pu voir là, et que moi j'habite depuis longtemps. On est heureux par là-bas. Voilà Ouidah.
n'oubliez pas, pour ceux qui partent, il y a un livre, un CD à dédicacer à la toute fin. Et mardi aussi. Allons-y, la question, jeune fille. Est-ce que c'était, vous savez, c'était qui la personne dans le gros costume où il y avait écrit Gabi? Ah, c'est une question très pertinente. T'as quel âge, toi? 11 ans. 11 ans, très bien. Donc, c'est l'âge à peu près de l'initiation. Donc, il faut être initié pour comprendre les choses de l'ombre. Et pour comprendre aussi les choses qui se passent dans le couvent. C'est un mort-vivant. C'est un revenant. C'est un égungun. Donc, c'est compliqué pour moi d'aller comprendre ce qu'il y a ici dans la tombe là-bas. Là. C'est compliqué. Donc, en fait, il y a ce qu'on appelle les morts-vivants. Et le 10 janvier, donc le Bénin est considéré, comme j'ai dit tout à l'heure, comme le grand lieu, le haut lieu du vaudou. Donc, ça a un rapport au culte vaudou. Et que comme ça a un rapport au culte vaudou, nous ne savons pas. Depuis notre enfance, on suit ça. Donc, c'est un spectacle que nous suivons depuis notre enfance. Et que ce sont des morts vivants. Et en principe, leurs vêtements ne doivent pas nous toucher. Parce que quand leurs vêtements touchent les êtres vivants, ils passent de vie à trépas. Au fait, c'est quoi la fonction du Egungun? Parce que c'est surtout ça qu'il faut comprendre. Le mort vivant, il vient rappeler aux vivants ce que c'est que la joie, ce que c'est que la paix, ce que c'est que la vie. Donc tu vois que dans le film, à un moment, il y a quelqu'un qui a volé, un petit comme toi, il a volé une petite tomate, et top, ils ont demandé, il y a la vindicte populaire, on a dit on va le braiser. Lui vient rappeler ce mort-vivant, que nous, moi je ne sais pas, c'est un mort-vivant, c'est un squelette, on ne sait pas. Il vient rappeler aux vivants la fonction de ce que s'appelle la vie. C'est quoi la vie? Mardi, quand tu viendras, on va chanter une chanson qui s'appelle La vie. C'est où va la vie, c'est où va la vie. Et vous allez répéter, c'est où va la vie. Alors on va tout faire ça. C'est où va la vie, c'est où va la vie. Où va la vie, très bien. Donc mardi soir, on va répéter beaucoup, on va chanter toutes ces chansons-là qui ne sont pas forcément ici. Donc voilà. Donc le revenant, il est là pour nous rappeler la vie, pour nous rappeler la joie, le panthéon de la joie. Et il le dit à la fin. Il dit au gamin, tu es l'incarnation de la joie. Et donc c'est ça. Donc on ne peut pas savoir, c'est un mort vivant depuis notre enfance et on respecte. Après, chacun peut lui donner ce qu'il veut comme explication. Mais nous, c'est un revenant. Donc c'est un mort qu'on revient vers le vivant pour lui rappeler ce que c'est que la vie. Voilà. Merci beaucoup, jeune fille. Tiens, il y a une question tout en haut. Ah, c'est bien la jeunesse. Mais c'est bien, et je voudrais remercier tout le monde parce que j'ai vu qu'il y a beaucoup de jeunes aussi, quoi, parmi nous. Parmi nous, quoi. Oui. Bonjour. Moi, j'ai beaucoup apprécié le film, j'ai beaucoup ri et aussi j'ai été très émue par la question de l'exil notamment et ce souhait fort chez ces jeunes. Et aussi, j'ai beaucoup aimé le choix le fait que ce soit une comédie musicale. Je ne connais pas vos autres films. Je voulais savoir si les autres films sont aussi des comédies musicales et si vous êtes fan de ce genre-là et si oui, quelles sont vos références voilà. Merci pour la question. Et oui, j'ai fait 6 longs métrages, mais films précédents ils sont des comédies sociales. C'est la première fois que je me suis essayé à ça, quoi. Donc voilà, comédie musicale, c'est très très compliqué. Mais mes autres films sont aussi des films très vivants, ce sont des comédies. Donc moi, souvent, je vais chercher des sujets très forts, que je passe par le mode de l'humour et de l'autodérision pour les traiter. Je crois que c'est ma meilleure façon pour aborder ces sujets on ne pas de façon frontale, mais de façon légère. Donc voilà, tous mes films traitent des sujets très très forts, mais on rigole beaucoup et on rit jaune, quoi. Et donc il y a aussi beaucoup de musique. Dans les autres, il y a du jazz, il y a du reggae. Et bon, voilà, les autres aussi, c'est moi qui fais les musiques. Et, il y a aussi de la vie, il y a de la vitalité un peu comme ici aussi. Mais bon, à chaque fois, les films sont différents. Et il y en a 3 qui sont faits à Paris, en région parisienne, ou même à Paris aussi même, dans le 18e arrondissement, 20e, 10e, 11e, je crois. Et puis, bon, les 3 autres qui sont faits au Bénin. Et à chaque fois, on met beaucoup d'humour dedans parce que les sujets sont très, très durs. Et mon prochain film en préparation, qui est déjà chez les gens de Canal, et puis qui est aussi au CNC, j'espère qu'on aura les sous, qui abordera l'histoire des Villomégon. Donc vous avez vu l'histoire d'enfants placés.
qui sont en gros qui sont des enfants placés, mais qui sont surtout des factotums. En gros, ça obéit au même au mécanisme que de l'esclavage, au même l'esclavage, hein, les histoires de Villomaigon, des enfants placés là. Et au départ, je voulais, même dans celui-ci, resituer, enfin rappeler un peu le contexte un peu de ce que c'est que l'esclavage et aussi pourquoi est-ce que les gens, d'un seul coup, là, imitent les esclavagistes. Parce que jusqu'à aujourd'hui, les gens continuent d'imiter d'imiter ces gens-là qui... Voilà. Donc il y a toujours un petit monsieur qui a un peu d'argent, un bicoque, il va chercher son Villomaigon. En gros, un petit gamin de 11-12 ans qui va lui servir de factotum, quoi. Et donc mon prochain sujet, c'est un peu le rôle de Concorde ici, mais traité de façon beaucoup plus simple. Et c'est le prochain film est très 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 dur, aussi avec beaucoup d'humour et aussi encore beaucoup de musique. Et donc voilà. Donc mes films, on peut les voir en allant sur notre site internet, donc 45 RDLC. C'est pas pour vous endormir. C'est notre société, hein, 45 RDLC, qui produit 45 RDLC, ça veut dire 45 rue de la Comète. Et donc c'est le lieu où on habitait tous avec les amis pour faire nos films depuis longtemps. Donc qui est la structure productrice de tous mes films et aussi qui édite livres, CD. Donc voilà, d'où la nécessité de trouver un peu d'argent à gauche et à droite parce que ce ne sont que des crédits. Voilà, vraiment, quand on parle, c'est pas pour demander l'aumône comme les gamins pour partir en exil, mais quand on a un bouquin, ça raconte les choses. Et donc, voilà. Donc je milite fortement pour que les gens achètent nos bouquins et puis nos CD, DVD, etc. Donc j'espère que j'ai répondu à votre question, madame. Il y a une question de même. C'était une question un peu d'histoire. Je voulais savoir. Il y a un micro. J'ai une voix assez forte. On n'entend pas. même moi. On n'entend rien. C'était une question un peu d'histoire. Je voulais savoir à quelle époque remontaient les rois d'Abomey. Parce que le Dahomey a eu des rois, ce qu'on appelait les rois d'Abomey. Et à quelle époque il faut les situer, s'il vous plaît? Moi, je crois qu'il faut les situer depuis le 17e, parce qu'il y a des rois qui sont dans les années 1600, etc. Donc je crois que c'est plutôt le 17e. Et je crois qu'ils ont été 11 ou 12, mais il y a quelqu'un qui s'y connaît mieux que moi dans l'histoire du Bénin, elle se cache, elle ne faut pas se cacher, parce qu'il n'y a pas longtemps, il y a eu un film sur les Ago, comment on appelle les Agogo? Agodi, vous voyez, elle connaît mieux que moi l'histoire. Donc il y a eu l'histoire, il n'y a pas longtemps, une histoire sur l'histoire des Amazones du Bénin. Mais sinon, donc c'est ce que je dis, 17e siècle. Voilà, quand on remonte un peu plus. Il y a eu 12 rois en fait. Le dernier c'est Béhanzin, que la France a combattu pendant 4 ans. Et il a fini exilé en Martinique. Alors pardon, il y a eu 12 rois en fait. Et le dernier c'est le Béhanzin. Qui a décidé de se battre contre la colonisation française, portugaise. Et il a fini exilé, il a perdu la guerre, ça a duré 4 ans. Il a été exilé en Martinique et à la fin de sa vie, il a demandé de revenir en Afrique et il ne lui a pas permis de revenir, on l'a exilé en Algérie. Et il est mort en Algérie, il est enterré à Blida. Voilà, c'est l'histoire des rois Dahomey. Et en fait, dernièrement, on a vu, juste pour faire l'historique, on a vu tous un film américain qui s'appelle Woman King, qui parle des Amazones, mais en fait, c'est une erreur totale, c'est une vision américaine de l'Afrique. Les Amazones n'existent pas en Afrique, on les appelait les Agouchés, c'est les femmes que les rois utilisaient comme guerrières, qui étaient consacrées aux rois et qui protégeaient les rois. Et les Américains ont appelé ça les Amazones, je ne sais pas pourquoi, parce que je pense que c'est une confusion avec d'autres femmes, mais en Amérique latine. Et voilà, c'était... je pense qu'il va y avoir des films et des séries sur les agoutis bientôt. Voilà. Il y a une question là-bas. J'espère qu'elle a répondu à la question, non, ça va? C'est bon. Bref, on sait que c'est le 17e siècle. J'aimerais savoir quelle est la répercussion de votre film là-bas au Bénin et notamment sur les jeunes plus déshérités. Et les enjeux ici sur ce film-là sont multiples. La première, c'est inciter les gamins à rester sur place.
voilà. Donc c'était ça, c'est le but quand même, premier. Et c'est pour ça que, avant de venir ici, le film est sorti le 3 mai à Paris, et il est sorti, enfin en France, pardon, et il est sorti le 25 août au Bénin. Et j'ai accompagné ce film-là jusqu'au 15 octobre dernier par des ciné-concerts. Donc je suis le seul à faire ce genre de truc, même de par le monde, j'en sais rien. Enfin bref, moi je l'accompagne, on a sillonné beaucoup les villes, les villages. Et donc on allait dans les écoles, les collèges, les universités, prisons, marchés, enfin bref, pour que les gens voient ce film-là et que surtout ils comprennent que l'herbe n'est pas plus verte ailleurs que chez soi. Et qu'ils ont tous compris, ils l'ont adopté. Ils ont adopté ce film-là, notamment les gamins. Et ils chantaient beaucoup la chanson Africa de demain, que vous avez entendu. Africa de demain, là, c'est nous, qu'on va chanter aussi. Attention, mardi prochain, jeune fille, vous serez mes partenaires. Nous allons chanter cette chanson Africa de demain, là, c'est nous. Alors, je vais répéter, Africa de demain, là, c'est nous. Ok, donc mardi prochain, donc gardez ça, vous serez mes partenaires. Et il faut qu'on leur en mette plein les oreilles là-bas à Marraine. Donc voilà, donc par rapport aux jeunes, et donc le public là-bas, ils ont compris ce film-là. Et puis parce que malheureusement, il y a une seule salle vraiment à Cotonou et qu'ils diffusent beaucoup de films, les blockbusters américains, les films mainstream, quoi, enfin dit comme ça. Donc même moi, mon film qui était diffusé dans la salle, il a fallu qu'on fasse beaucoup de tapage, qu'on fasse du bruit pour que la jeunesse béninoise le voit. Et donc, du coup, c'est pour ça que, comme moi j'ai l'habitude, parce que moi j'organise un festival, enfin j'ai organisé un festival au Bénin qui s'appelle Quintessence, qu'on a arrêté, qui était un festival international du film de Huida. On a fait ça pendant 15 ans, on l'a arrêté et notre but c'était aussi d'aller montrer des films dans les villages, etc. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est ce qu'on a fait aussi ici pour que les gens voient le film. Et puis, il y a eu beaucoup de débats, parce que cette histoire, parce que le but c'est pas forcément de montrer les films. C'est quand même pour qu'à un moment, les gens qui vendent leurs propres enfants, qui comprennent que c'est voilà, les conséquences, parce que l'enfant après il atterrit dans la rue, de comprendre ce que c'est que les enfants fantômes, parce que tout le monde ne comprend pas ce que c'est qu'un enfant fantôme, que les femmes qui font des enfants qui ne savent pas qu'il faut aller à la mairie, déclarer son enfant pour que l'enfant ait un acte de naissance, quelque chose, un truc civil, et qui lui permette après d'aller de l'avant, de connaître une émancipation. Enfin bref, donc ce film-là est là pour ça. Donc à chaque fois on débat avec les femmes, beaucoup, dans les villages, la plupart ne comprennent pas le français. Donc quelquefois il y a quelqu'un qui traduit, même pendant la projection, qui traduit ça en langue fon, parce que nous sommes beaucoup dans le sud, et dans le sud on parle la langue fon, F-O-N. Bon, la plupart parlent un peu le français, hein, donc on baragouine, mais on leur explique tout ça pour que les mentalités aussi changent par rapport à tout ce que nous décrivons ici, qui sont quand même pas des choses très, très mirobolantes, quoi. Donc, voilà. On va passer à la dédicace alors. Je serai triste comme Saul, quand le Dieu qui partout me suit me dira la main sur l'épaule, va-t'en voir là-haut si j'y suis. Alors du ciel et de la terre, il me faudra faire mon deuil. Est-il encore debout le chêne ou le sapin de mon cercueil? Est-il encore debout le chêne ou le sapin de mon cercueil? S'il faut aller au cimetière, je prendrai le chemin le plus long. Je ferai la tombe buissonnière, j'irai là-bas reculons. Tant pis si les croque-morts me grondent, tant pis s'ils me croient foilier. Je veux partir pour l'autre monde, par le chemin des écoliers. Je veux partir pour l'autre monde, par le chemin des écoliers. Africa de demain, là, c'est moi.
Merci. Merci beaucoup. Et généralement, on reste longtemps. Donc mardi, je vous rappelle, même si c'est un peu comme un perroquet, mardi prochain, rappelez à vos amis de venir à l'Estran à Marennes, qu'on fasse un peu la fin, parce que ça va être la fin de ce festival, de la 14e édition. Donc ça va être le moment le plus joyeux. Le Panthéon, ça va être le moment panthéonisque de ce festival-là. Donc je vais être dehors pour ceux qui veulent nous prêter main forte pour qu'on rembourse nos dettes là, pour dédicacer livres et CD. Merci beaucoup et à mardi ou à bientôt. Merci beaucoup.